Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. Nous avons ce soir 3 sujets à aborder. Il s'agit du premier sujet, Dr Mostafa Madbouli, qui a assisté au sommet de lutte contre la pauvreté et la faim tenu à Doha. Un deuxième sujet concernant l'agriculture, les récents développements de l'Égypte dans ce domaine. Et troisième sujet, c'est concernant bien sûr le développement durable ou l'hydrogène vert. Et pour aborder ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Madame Amira Hussein. Vous êtes experte en développement durable. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais présenter un reportage et puis vous allez faire les commentaires. Premier reportage, il s'agit du Premier ministre Mostafa Madbouli qui a assisté aujourd'hui à Doha au premier sommet des dirigeants de la coalition mondiale de lutte contre la pauvreté et la faim. Le sommet a bénéficié d'une participation de haut niveau, incluant des chefs de gouvernement et des représentants de plus de 80 pays et d'organisations internationales majeures. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a profité lundi de sa participation à Doha au premier sommet des dirigeants de la coalition mondiale de lutte contre la pauvreté et la faim pour promouvoir le récent sommet international pour la paix qui s'est tenu en octobre à Sharm el-Sheikh comme outil pour reconsacrer la paix et la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Le Premier ministre, qui est arrivé lundi matin au Qatar et participera ensuite au deuxième sommet mondial pour le développement social qui se tient du 4 au 6 novembre également à Doha, a déploré que la famine à Gaza illustre de manière criante comment les conflits détruisent la vie des individus et les privent de leurs droits fondamentaux. Il a également exprimé sa grande appréciation pour l'accueil et la générosité du Qatar, pays hôte de cette réunion entre dirigeants, tout en saluant les efforts de la coprésidence Brésil-Espagne à la tête de la coalition. Madbouli a rappelé que la faim et la pauvreté demeuraient les défis les plus pressants de notre époque. Selon lui, plus de 2 milliards de personnes dans le monde souffrent d'insécurité alimentaire à des degrés divers et une personne sur 5 souffre de la faim quotidiennement en Afrique. Le premier sommet des dirigeants de la coalition mondiale de lutte contre la pauvreté et la faim a pour objectif principal d'accélérer les progrès dans la réalisation d'objectifs alignés sur le développement durable de l'ONU, notamment les ODD 1, l'éradication de la pauvreté, et ODD 2, concernant faim zéro. Il a également pour but de mobiliser de nouveaux engagements et maintenir l'élan dans la lutte contre la faim et la pauvreté. Madbouli a rappelé les liens entre la faim et la pauvreté avec d'autres défis structurels, citant l'augmentation de la dette, la baisse de l'aide publique au développement et l'accès limité au financement concessionnel. Le traitement de ces défis nécessite une approche globale qui commence par une réforme urgente de la structure financière mondiale et le renforcement de la gouvernance économique mondiale, a indiqué Madbouli. Sur le plan national, le Premier ministre a mis en avant les initiatives ambitieuses de l'Égypte, notamment les programmes des transferts monétaires aux plus pauvres comme Takaful et Karama, Solidarité et Dignité, qui visent à fournir une assistance à plus de 7 millions de personnes par mois. Autre initiative présidentielle selon Madbouli, Haya Karima ou Vie décente, le projet le plus ambitieux d'amélioration de l'infrastructure et de la qualité de vie dans les régions rurales démunies qui bénéficient à plus de 60 millions de personnes. Le Premier ministre a également noté les efforts pour renforcer la sécurité alimentaire, mentionnant un projet national de silos visant à augmenter la capacité de stockage de blé et de céréales. Le projet prévoit la construction d'une 50aine de silos dans 17 gouvernorats. Madame Amira Hussein, je rappelle que vous êtes experte en développement durable. Là, le Premier ministre Mostafa Madbouli participe au sommet des dirigeants de la coalition mondiale sur la lutte contre la pauvreté et la faim. Ma première question, c'est concernant quelles sont les causes de la pauvreté et la faim dans le monde.
Les causes de la pauvreté à la faim de par le monde sont diverses et maintes, à commencer par l'éducation et la bonne gestion des ressources. L'éducation, parce que lorsqu'on apprend, nous pouvons mieux gérer ce que nous avons sous les mains. Nous évitons les gaspillages, même avec une rareté de ressources, nous pouvons les mieux gérer. Ainsi, avec l'éducation, nous pouvons avoir accès à une science qui nous rend capable d'augmenter la productivité. Alors, c'est d'une part, c'est la pauvreté peut être remédiée par une éducation et du coup, nous pouvons remédier à la faim parce que nous allons augmenter la productivité, nous allons augmenter, savoir comment, d'une petite parcelle, nous pouvons augmenter une production verticale pour subvenir à nos besoins, gérer les ressources en nous pour produire avec peu d'eau une grande quantité et non seulement avec la gestion de l'eau, parce que nous ne sommes pas les seuls utilisateurs de l'eau. Il y a également le bétail, il y a les industries, il y a beaucoup de secteurs qui doivent également profiter de cette eau. Alors la clé pour remédier à la pauvreté et la faim, c'est l'éducation, à commencer par la science. La science. La science. C'est surtout la science. Oui. Bon, deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de conflits par le monde. On a vu quand même la pauvreté et la faim qui ont influencé négativement, bien sûr, la vie des Gazaouis, des habitants de Gaza, par exemple. Oui. C'est le même cas au Soudan, c'est le même cas, c'était au Yémen, dans beaucoup de pays africains. Alors, quelle est l'influence, quelles sont les répercussions des conflits sur la vie des gens vis-à-vis si je parle de la faim et de la pauvreté? Ok. Les répercussions, on ne peut pas ils sont illimités. Parce que ça, du côté de la pauvreté et la faim, il y a le côté sanitaire, la propagation des maladies, à savoir le choléra, parce que les gens avec des conditions mesquines, peu salubres de vie, parce que à la recherche des aliments, peut-être on se soucie peu de la source des aliments, si les aliments sont de bonne qualité ou pas. Alors, d'après les dernières statistiques de la FAO, on se soucie non pas seulement de la quantité des aliments, mais de leur qualité, parce que, surtout dans les zones de conflit, il y a un grand risque que les catégories vulnérables, à savoir les enfants et les femmes, consomment des aliments contaminés, que ce soit parce que dans les conflits, nous n'avons pas de bonne chaîne d'irrigation. Peut-être on peut cultiver par n'importe quelle qualité d'eau. Cette qualité d'eau, peut-être s'il s'agit d'une eau souterraine, supposons, cette eau souterraine peut être tirée d'une nappe phréatique contaminée par une source de contamination organique, à savoir le drainage sanitaire, ce qui peut causer la contamination des aliments par Escherichia coli ou le E. coli, c'est une bactérie dévastatrice. La salmonelle. Oui, mais vous voyez, dans de telles conditions, surtout la contamination biologique qui présente le plus grand défi, surtout parce que dans des conditions de conflit, il y a une absence des soins sanitaires. Il y a peu d'hôpitaux qui sont là, les médicaments, il n'y a pas d'accès aux médicaments, alors beaucoup de personnes vont périr. Avec également les conflits, on se soucie peu des conditions d'ensevelissement et d'enterrement. C'est pourquoi il y aura des propagations des fléaux, des maladies qui peuvent emporter tout. Alors, c'est pourquoi je vous dis que les répercussions, on ne peut pas les limiter seulement au niveau de la faim ou la malnutrition. Les conflits, c'est pourquoi l'État égyptien prône la paix. Parce que les conflits, oui, pour plusieurs raisons, parce que une fois qu'un conflit
se déclenchent, on ne peut pas les séquelles, on ne peut pas savoir leur étendue, on ne peut pas imaginer l'étendue des séquelles parce que ça ne se limite pas seulement au niveau de la pauvreté, la faim, la malnutrition, les maladies, mais également le déplacement des gens. Avec le déplacement des gens qui peuvent quitter d'une manière ou d'une autre, d'un pays à l'autre, qui peuvent générer des conflits ailleurs parce que ces gens qui vont être déplacés vont partager des ressources qui sont rares avec une autre population qui a déjà ce qui leur suffit à peine. Vous voyez? Alors ce qui crée des conflits secondaires. Vous voyez? Après, comme il y a un stress ou une pression sur des ressources des autres, et c'est pourquoi c'est d'où l'origine des conflits, surtout tribaux, en Afrique. Vous voyez, comme il y a la nature des pays africains est plutôt tribale, qui dépendent plutôt du nomadisme et de l'élevage. Alors, avec une rareté de choses, ce qui aggrave également et empire la situation, les changements climatiques, à ne pas le dire. Alors, dans une zone aride où nous vivons, ça présente beaucoup de défis. Alors, les conflits politiques, en plus des conflits tribaux. Alors, c'est pourquoi il est très important, où je crois que cette coalition se cadre bien, ou coïncide dans un contexte, une conjoncture mondiale qui s'enchevêtre et qui ne cesse de s'empirer, et nous devons trouver une exutoire. D'après le reportage, le Brésil et l'Espagne président cette coalition pour le moment, et le Brésil est le plus grand producteur de graines de soja qui entre dans plusieurs aliments. Et alors je vois, mais au détriment d'autres, ou la déforestation, ce qui affecte le changement climatique. Alors c'est très important de trouver que cette coalition se tient au niveau des dirigeants, parce que c'est la volonté politique qui pousse les gens à faire des initiatives et à mettre sur pied beaucoup de projets. Alors, à votre avis, comment faire face à ce phénomène dans quelques pays? Bien sûr, c'est un phénomène comme beaucoup de pays africains, comme les pays que je viens de mentionner, le Soudan, Gaza, le Yémen. Alors, comment faire face à ce phénomène? Le phénomène de la pauvreté. De la pauvreté, c'est avec l'intégration, avec la solidarité. On ne peut pas trouver, parce qu'un pays en détresse ou en conflit a besoin, il ne peut pas trouver seul une sortie à son impasse où il se trouve. D'abord, il faut arrêter ceux qui alimentent le feu du conflit, parce que on peut pas, c'est comme si on va jeter de l'eau dans une passoire. Alors, il faut arrêter les causes essentielles du conflit. Il faut cesser d'armer ceux qui jouent ou qui... Ceux qui font la guerre. Ceux qui font la guerre. Hein? Qui agressent. Oui, oui, il faut les arrêter et aider de l'autre côté les gens à avoir accès aux aides. C'est pourquoi c'était très important d'arrêter les frappes des Israéliens avant de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Sinon, toute cette aide va aller à valo, vous voyez. Ça n'a rien. Oui. Ça sert à rien, quoi. Oui. Alors, il faut que les pays vraiment s'entraident avec une très bonne foi. Il ne faut pas chercher un intérêt politique, parce que il faut faire entendre la voix humanitaire, la voix humaine. Parce que aujourd'hui, si j'alimente une guerre ici, alors les guerriers, après avoir dévasté un pays, le mettant à terre, ils ne vont pas être vacants. Ils vont chercher du boulot ailleurs. Vous voyez? Du boulot. Oui, oui, c'est ça. Vous voyez, c'est il faut entendre la voix de la raison. Parce qu'aucun pays ne trouvera intérêt à nuire. C'est-à-dire, la grande réponse, c'est pour faire face, ou bien pour lutter contre c'est l'intégration. Tout ça, c'est la paix.
La paix et l'intégration. Et l'intégration. Oui, oui. Je passe à notre deuxième sujet. L'agriculture demeure un secteur essentiel de l'économie égyptienne. Elle joue un rôle majeur dans l'emploi, la sécurité alimentaire et l'exportation. Face à ces défis tels que la raréfaction des terres arables et la nécessité de diversifier les cultures, l'Égypte a lancé plusieurs initiatives. L'Égypte a accompli des progrès notables, tant en agriculture qu'en énergie, modernisation, diversification, exportation accrue et investissement stratégique. Ces avancées renforcent sa résilience économique et sa position dans la région. Toutefois, pour pérenniser ces résultats, l'accent devra rester sur la durabilité environnementale, l'innovation technologique, l'optimisation des ressources et l'intégration plus grande dans les chaînes globales de valeur. Les exportations agricoles ont dépassé 7 millions de tonnes en 2023, un niveau sans précédent dans l'histoire du pays. L'Égypte a atteint l'autosuffisance pour 9 récoltes de fruits et légumes. L'Égypte a mis en place 332 centres de services agricoles dans 20 gouvernorats, coûtant plus de 2 milliards de livres égyptiennes. Ces avancées permettent à l'Égypte de renforcer sa sécurité alimentaire, de réduire sa dépendance à certaines importations et d'augmenter ses recettes d'exportation. Concernant le secteur énergétique, l'Égypte a assuré l'approvisionnement interne et a participé aux échanges régionaux s'engageant dans les énergies renouvelables. Madame Amira Hussein, vous êtes experte en développement durable. Alors, en général, c'est quoi le terme sécurité alimentaire? La sécurité alimentaire, c'est que la population aura de quoi se nourrir à long terme, sans dépendre de n'importe qui, assurant que sa propre sécurité contre n'importe quelle pression, parce que la faim n'entend pas la raison, parce qu'une population qui a faim, justement, voyez, d'après les premiers besoins de Maslow, la faim ou l'alimentation figure à la base de cette pyramide. Alors, voyez, il y a et même au niveau des droits de l'homme. Alors, la faim, de quoi se nourrir, justement, c'est l'énergie. Sans aliments, l'être humain ne peut pas produire. Oui. Alors, c'est pourquoi il faut que chaque pays assure une quantité d'aliments assurant que sa population ou que son gouvernement ne soit pas victime de n'importe quelle pression faite par n'importe qui. Et voyez, ceux qui peuvent produire ses propres aliments, personne ne peut l'obliger à faire n'importe quoi. Voyez. Et à cet égard, je me souviens de la ruse du président Sadat lors de la guerre d'octobre pour assurer les besoins de l'Égypte en termes de céréales. Il a fait propager une rumeur que le stockage ou la réserve en blé de l'Égypte a été endommagé par la pluie. Et ce, dans le cadre de sa stratégie pour duper les Israéliens, pour ne pas attirer l'attention qu'il va importer une quantité supplémentaire pour couvrir la période de la guerre. Vous voyez. Il est très intelligent. Hein. Oui, lui, c'est une légende, je l'adore. Je l'adore, vraiment, à vrai dire. Alors, à ce moment-là, d'ici, on peut savoir à quel degré nous ne pouvons pas imaginer à quel degré les denrées alimentaires sont importantes que lorsque ces denrées commencent à se raréfier. C'est pourquoi on ne va pas sentir la valeur d'une tomate que lorsque nous avons une tomate et $1. On ne va pas manger le dollar, on va manger la tomate.
On ne va pas manger le béton, on ne va pas manger le concret qui endommage nos terres arables qui sont déjà très peu. Vous voyez, nous sommes en train de dévaster, mais grâce à Dieu, nous avons une loi qui incrimine un tel acte, dévaste des terres fertiles qui datent des millénaires pour construire un bâtiment. Mais ce bâtiment ne va pas nous donner une tomate pour faire de la salade. Vous voyez, c'est ça. L'Égypte a commencé ou est en cours de bonifier quelques millions de fenans pour la plantation, bien sûr. Oui. Alors comment vous trouvez ces projets? Il y a des projets qui se font au niveau de Toshka, au sud. Il y a à Sahl al-Tina, vers le Sinaï. Il y a vers le littoral nord. Et également, il y a la dépression de Qattara, qui est un projet vraiment grandiose et qui va, si il aura une très bonne volonté politique à l'appui, il va transformer la conjoncture agricole égyptienne. Et surtout qu'il y a l'aménagement pour conduire l'eau vers la dépression de Qattara ne va pas coûter beaucoup à l'Égypte parce que déjà il s'agit d'une dépression, alors il faut profiter surtout qu'il y a l'aquifère nubien, du grès nubien dans cette zone que nous partageons avec le Tchad, la Libye et le Soudan. C'est vrai que cet aquifère, il s'agit de nappes phréatiques non renouvelables, mais de très bonne qualité qui peut qui peut rendre vers le désert occidental. Et l'effort de l'Égypte pour mettre en valeur ou bonifier des terres ou des millions d'acres pour subvenir aux besoins alimentaires de l'Égypte, certes, c'est un point où c'est une initiative impérative, mais nous avons des défis à cet égard. C'est que la porosité de la terre elle-même, c'est une terre sablonneuse, alors nous devons changer la texture d'abord de la terre pour éviter et utiliser les moyens d'irrigation modernes, utiliser des variétés qui, en termes de semences et de culture, qui peuvent résister à l'aridité et à la température et également aux fléaux, parce que comme vous savez, dans les terres qui sont en friche, qui n'ont pas cultivé, il y a un risque d'attaque des nématodes. Les nématodes, ce sont des types de fléaux qui attaquent les racines. Alors, à un stade tardif, vous allez constater que la plante ne pousse pas. Vous voyez, ne donne pas la productivité prévue parce qu'à cause d'un ennemi qui est invisible. Voilà, qu'on ne peut pas voir. Alors, et les nématodes sont fréquentes à être retrouvées dans les nouvelles terres. C'est pourquoi je dis dommage de rater les terres fertiles du delta, mais également il y a un besoin d'étendre la superficie, mais ça va nous prendre du temps. Et ce temps-là, nous ne le disposons pas en effet. Mais il faut commencer aujourd'hui. Et avec l'augmentation du nombre d'habitants. Oui. Alors il faut aller très vite ou bien il faut faire comme une campagne pour limiter quand même de faire des enfants, pour arrêter un peu. Vous voyez, dans certains pays, en Égypte, il y a un défi. La croissance démographique est hallucinante. Mais dans d'autres pays, on transforme cette croissance en un capital humain. Surtout que... Je parle de la quantité de nourriture, de la surface agricole. Alors, oui, je comprends. Oui, voilà. Oui, mais faire l'équilibre entre la croissance démographique et la surface arable à cultiver, bon, c'est un défi. C'est un défi à tous les niveaux. La croissance démographique, ça pose des défis à tous les niveaux. Que ce soit croissance ou étendue des terres arables ou dans d'autres secteurs. Mais ceci peut être amendé par la recherche.
la recherche, le centre de recherche agronomique fait de grandes avancées et le centre de recherche agronomique vient de tenir une conférence pour les recherches innovatrices pour augmenter la productivité par unité. Nous avons pu arriver à augmenter la productivité d'un acre de riz à arriver à 15 tonnes. 15 tonnes par acre. Et surtout que le riz, c'est une culture qui a besoin de beaucoup d'eau. Et également, nous pouvons aller de pair avec la croissance démographique en faisant la culture impliquée. Ça veut dire avoir de la même unité de terre deux cultures différentes. Peut-être, par exemple, à la fin de l'oignon, nous pouvons cultiver du coton. Et sous les arbres fruitiers, nous pouvons faire une autre culture et utiliser les parcelles de riz pour faire la pisciculture à la fois avec le riz. Profiter, et avec la rizipisciculture, on appelle la rizipisciculture, on profite également des poissons pour éliminer les insectes et les fléaux qui attaquent le riz. Alors, à cet égard, l'Égypte fait beaucoup d'avancées, surtout en termes de recherche. Bon, on passe à notre troisième sujet. Il s'agit des projets d'énergie renouvelable, éolien et solaire et d'hydrogène vert, à Ain Sokhna qui affiche des avancées significatives, des investissements importants, des partenariats internationaux, des capacités prévues à grande échelle et une feuille de route très claire. L'Égypte a pour objectif de devenir un hub régional pour l'hydrogène vert en s'appuyant sur ses ressources en énergie renouvelable et son emplacement stratégique. La stratégie nationale pour l'hydrogène vert vise à atteindre une production de 5 800 000 de tonnes par an d'ici 2040, attirer jusqu'à 60 milliards de dollars d'investissement et exporter l'hydrogène, notamment vers l'Europe. Principaux axes de la stratégie égyptienne, le gouvernement a approuvé une stratégie ambitieuse pour devenir un centre d'exportation d'énergie verte. L'objectif de la production est de produire des tonnes d'hydrogène vert par an d'ici 2040. Le pays espère attirer jusqu'à 60 milliards de dollars d'investissement dans ce secteur. L'Égypte mise sur ses ressources en énergie renouvelable, solaire et éolienne, sa position géographique et un cadre fiscal incitatif pour atteindre son objectif. Des accords cadres sont en cours de transformation en contrat avec des partenaires, avec des entreprises internationales. L'objectif inclut non seulement l'exportation, mais aussi l'intégration de l'hydrogène vert dans l'économie locale avec des retombées en termes d'emploi et de formation. Alors, Madame Amir Hassen, vous êtes experte en développement durable. Là, parlez-nous des projets d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert ici en Égypte. Okay, en général? En général. Ok, en général. Il y a l'Égypte présente un grand potentiel en termes d'énergie renouvelable de point de vue site géographique. L'Égypte est ensoleillée. C'est un. C'est vrai. Et un littoral nord vaste et un littoral est vaste, ce qui présente également une source d'énergie potentielle, à savoir l'énergie des vagues. Parce que c'est une nouvelle discipline, alors c'est une nouvelle voie que j'invite les décideurs à explorer. Non? Et nous avons l'énergie éolienne, parce que nous n'avons pas un grand relief en Égypte, où le relief est fait pour le profit ou pour mieux diriger les vents. Bon. Et alors nous avons le solaire, nous avons l'hydraulique, nous avons l'éolien.
Alors, au niveau du sol, nous avons la grande station de Benban qui est la plus grande dans l'Afrique au monde. Et avec un grand potentiel, c'est l'endroit, et ça a été fait par, et le choix de Benban a été fait par l'imagerie satellitaire. Vous voyez? Et comme ça se trouve dans une grande étendue avec le sable et qui réfléchit encore les rayons solaires, ce qui augmente la productivité. Alors nous avons le grand solaire à Benban et nous avons le Kouraymat, là où il y a le solaire avec les cellules photovoltaïques. Et nous avons Gabel el-Zeit vers la mer Rouge. Et nous avons également là-bas l'éolien, également au même endroit, parce que c'est le vent traverse de l'est vers l'ouest dans un site qui présente un grand potentiel et également qui préserve la vie sauvage. Vous voyez, comme l'éolien présente un défi ailleurs parce que ça risque de nuire au flux migratoire des oiseaux, ce qui est une préoccupation en Europe. C'est pourquoi ils ont changé la conception des lames des centraux qui produisent l'énergie éolienne. Et du coup, l'Égypte a profité de son site géographique et a installé avec un partenariat public-privé avec des sociétés étrangères, à savoir chinoises, à Ain el-Sokhna, dans la zone industrielle de Suez, profitant de la traversée du canal de Suez, et là-bas installé un grand central pour la production une usine pour nationaliser la fabrication de tous les intrants dans l'industrie de l'énergie solaire et la production des cellules photovoltaïques. Ainsi, l'Égypte, à cet égard, va de pair avec sa vision pour assurer la dépendance à l'énergie renouvelable à 46% d'ici 2030 et réduire sa dépendance du carburant fossile qui, dans l'Égypte, dépend à 96% ou dépendait à 96% il y a quelques années. Mais maintenant, nous avons fait des avancées, surtout que nous avons amélioré nos capacités de stockage de l'énergie solaire. Parce que c'était le principal défi que nous avons, que l'énergie solaire, on ne peut pas la stocker pour une grande durée. Là, il n'y a pas une grande capacité de batterie pour stocker surtout la nuit. Et également, un autre défi pour l'énergie solaire, c'est que les cellules doivent être nettoyées au fur et à mesure. Et comme nous sommes dans un endroit où l'Égypte est plutôt désertique, alors ce qui posait un défi surtout avec le déplacement de vent. Mais nous avons trouvé des cellules photovoltaïques qui peuvent même intercepter une infime quantité avec un petit entretien. Nous pouvons toujours avoir de l'énergie et également nous avons augmenté la capacité des batteries. Et de nos jours, nous pouvons voir sur les toits des ménages, des foyers ici en Égypte, des maisons qui ont pu dépendre ou installer des petites unités avec des petits interrupteurs là pour changer ou pour avoir accès au réseau principal de l'électricité, surtout avec la montée de la facture de l'électricité à cause de la montée des prix des carburants. Parce que pour engendrer l'électricité, il faut dépendre du carburant fossile. Et le secteur de l'électricité est le secteur qui dépend le plus du carburant fossile, suivi par l'industrie, suivi par le secteur du transport. Et alors, ce qui contribue à l'émission, alors pour produire l'électricité en dépendant du carburant fossile, on va ajouter aux émissions de gaz à effet de serre. Ce qui empire la situation en termes de changement climatique. Alors nous devons trouver un exutoire pour réduire les émissions. C'est vrai que l'Égypte, sa contribution au gaz à effet de serre, justement, ne mérite pas d'être mentionnée. Ce n'est pas à la hauteur de la Chine. Les États-Unis ou l'Europe. Aux États-Unis, oui, c'est vrai. Mais nous parlons maintenant du marché du carbone. Alors on peut
les pays industriels refusent de renoncer à répondre à leurs engagements pour réduire. Alors ils ont proposé qu'ils vont acheter la part des pays qui ne produisent pas ainsi on peut faire l'équilibre. Alors c'est une chance. Hein. On peut réduire nos émissions et avoir une source pour diversifier nos économies et faciliter également la transition à l'économie verte, qui est l'objectif principal. Parce qu'un tel sujet, non seulement ne va pas... vous voyez, c'est un sujet à multifacettes. C'est pas seulement avoir une source propre d'énergie, mais ça va créer également d'emplois, que ce soit d'une manière directe ou indirecte. Vous voyez, surtout que nous allons attirer les investisseurs. Les investisseurs, s'ils n'ont pas une telle opportunité chez eux, ils ont la technologie et ils n'ont pas l'endroit approprié. Alors nous avons l'endroit approprié. Donc la technologie, c'est d'ici que nous pouvons assurer l'intégration d'où on arrive au point de départ. C'est l'intégration la coopération entre pays. Nous ne sommes pas aucun pays uni. Les êtres humains, Dieu nous a créés pour qu'on coopère ensemble. C'est l'essence de notre existence sur Terre. Oui, c'est ça. L'expérience de Sharm el-Sheikh durant la COP27. Oui. Alors on a transformé la ville ou la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en une ville verte. Oui. On a réussi. Alors jusqu'à maintenant, est-ce qu'on essaye de copier ou bien de refaire cette expérience dans d'autres zones puisqu'on a les moyens, on a le savoir-faire et tout? Vous voyez, c'est simple. Dès qu'en amont, tout est simple. Une chose faite en amont est simple, à savoir comment j'aimerais m'expliquer. Pour trier les déchets à la maison, c'est facile. On peut séparer tout ce qui est organique de papier, du métal, et du coup, on ne trouvera pas de poubelles jetées dans la rue, parce que le recyclage suivra une chaîne déterminée. C'est ainsi certains pays en Europe maintenant importent les déchets pour faciliter le recyclage. Voyez. Alors ce qui est fait à Sharm el-Sheikh, c'est que tout était clair au départ, en amont. Ils ont mis ils ont fait des signaux, ils ont sensibilisé, et comme il y a un moyen pour assurer un respect de cette norme faite, ça a été respecté. Maintenant, pour copier cette expérience dans une métropole telle l'Égypte, il faut commencer par les écoles. Parce que les adultes... c'est bon, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Alors c'est plus facile. C'est l'éducation, comme on vient de dire au début de l'émission. Vous voyez, au niveau, en effet, aux États-Unis, si on souhaite inclure une valeur dans la société, elle commence par les enfants. Ce sont les enfants qui vont prendre le relais et et tout va circuler tout à fait normalement. Et parfois, le père peut copier l'enfant, mais ça veut dire également, mais le père également sert de modèle. Alors c'est une expérience, la vie humaine c'est un échange à deux sens. Oui. Alors il faut sensibiliser, et à cet égard, j'aimerais attirer l'attention qu'au centre de recherche agronomique, au centre de la climatologie agricole, il y a une grande expérience pour faire le compostage par les déchets ménagers. Le compostage, le vermicompostage. Ce sont des vers de terre que la femme de ménage peut avoir dans un endroit comme ça où elle peut jeter, tout est organique, pour engendrer le compost. Le compost peut être utilisé pour cultiver les toits. Et ainsi, nous pouvons avoir des aliments propres cultivés chez nous. Voyez. Et c'est une très bonne initiative que le Centre de recherche agronomique fait et que je salue. Et c'est très intéressant il faut la médiatiser, il faut la propager, il faut en parler ainsi. Ça commence à attirer l'attention des gens qui peuvent être intéressés. Malheureusement, nous avons 1 minute et demie. Alors,
j'aimerais bien parler de l'hydrogène vert. Ok, l'hydrogène vert. Bon, l'hydrogène vert, c'est l'utilisation de l'électricité pour changer l'ammoniac. Ainsi, l'ammoniac va être transformé en hydrogène. L'hydrogène, comme vous savez, c'est une source qui la plus puissante et naturelle. Ça se trouve dans l'air alors. Oui, voyez. Et l'Égypte, et grâce à Dieu, l'Égypte et le Nigeria sont deux centres en Afrique capables de produire l'hydrogène vert en grande quantité. Et l'Égypte a fait des pas à cet égard et je sais pas, et justement, et ça va de pair avec la vision de 2030. Pour arriver à une source. À 46% de l'énergie. Oui, en dépendance de l'Égypte de l'énergie renouvelable. D'accord, parce qu'il y a quelques années, on parlait de 42%. On est arrivé à 46%. Maintenant, oui, 46%. C'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Madame Amira Harsine. Je rappelle que vous êtes experte en développement durable. Vous avez mis l'accent sur l'importance de l'agriculture, la science, l'éducation, et puis la transformation vers les énergies renouvelables pour avoir une planète plus verte, plus saine. Planète bleue. Une planète bleue. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. Rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée.